Bienvenue dans le débat de France 24. On en parle sans arrêt depuis un an. C'est devenu le sujet dominant dans la politique aux États-Unis. Et ici même en Europe, ça alimente une méfiance croissante envers les journalistes et les médias. Les fake news, l'info bidonnée, souvent sans conséquence, juste pour rire, parfois plus sérieusement pour manipuler l'opinion publique. Dernier exemple en date, ces révélations autour de la société Cambridge Analytica qui se serait servi des données personnelles de 50 millions d'utilisateurs du réseau social Facebook pour les inonder en publicité et autres fake news, donc pour peser dans la campagne présidentielle en faveur de Donald Trump. On va en parler avec à mes côtés Grégoire Lemarchand. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint et responsable de la cellule réseaux sociaux à l'AFP. Vous venez de publier des recommandations à la Commission européenne. On aura l'occasion d'en parler dans le courant de ce débat. Également avec nous Guillaume Brossard, vous êtes fondateur du site hoaxbuster.com. Vous traquez depuis très longtemps tout ce qui s'apparente de près ou de loin à la désinformation et à lire notamment qui est Hoaxbuster, le site qui démonte les rumeurs. En savoir plus, il y a eu notamment un papier dans les pages Société du Monde. Merci d'être avec nous. Merci également à Thomas Gassiliou. Vous êtes député La République En Marche, député du Rhône et vous siégez à la Commission de la Défense. Et puis également Alexandre Capron, journaliste à France 24. Ceux qui nous regardent vous connaissent bien puisque vous animez l'émission Les Observateurs dans laquelle vous permettez à ceux qui regardent justement la chaîne et qui voient un peu partout dans le monde des événements particuliers de vous envoyer des images que vous vérifiez. Pour lutter contre la désinformation, justement, France 24 a conçu un programme court. Il décrypte les formes que peut prendre la manipulation à travers les images, baptisé Info Intox et diffusé dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans les écoles et dans l'école en général. Vous avez d'ailleurs cet après-midi encore fait une présentation. Oui, tout à fait. J'étais avec des lycéens qui étaient en lycée professionnel à Vincennes. Et Info Intox, c'est la 4e année qu'on fait ça à France 24. C'est un programme court sur une idée de Ségolène Malter et Wassim Nasr. Sont des journalistes à France 24. Et en fait, ils ont voulu lancer ce module pour 2 raisons principales. D'abord, parce que il y avait une nécessité de faire un panorama des intox de l'année en cours. Donc, on verra ici un panorama des intox de l'année 2017 qui vont montrer des cas qui sont tous différents, mais aussi complémentaires. Et il y a un deuxième objectif à cette vidéo, c'est surtout d'être didactique. Et ça, c'est l'élément le plus important, c'est de donner des clés aux internautes pour leur expliquer comment ils auraient pu faire pour vérifier eux-mêmes ce contenu s'ils l'avaient vu circuler sur Internet. Donc, la dernière chose qu'il faut dire peut-être, c'est que Info Intox, pour cette année 2018, c'est la première fois que le contenu est édité dans les 4 langues pour les 4 chaînes de France 24, en français, en anglais, en arabe et en espagnol. Et donc, je vous propose peut-être de voir de suite cette 4e version de Info Intox. Bonjour à tous, vous le savez, les intox font partie du quotidien sur Internet. Photos, vidéos, les manipulations sont de plus en plus pointues. En quelques minutes, Info Intox vous donne des clés pour mener l'enquête sur les images qui font l'actualité. En décembre 2017, des manifestations éclatent en Iran sur fond de crise économique. Mais rapidement, les réseaux sociaux sont censurés, difficile donc d'obtenir des images en temps réel. Pourtant, certaines vont devenir virales. Comme cette scène d'une femme affrontant des policiers. Forte symboliquement, la photo est partagée, entre autres, par des journalistes. Mais est-elle vraie pour autant ? Sur votre téléphone, des outils peuvent vous aider à enquêter, et notamment les applications de recherche d'images inversées, comme celle que vous voyez ici. Ensuite, c'est simple. Chargez votre image dans l'appli, l'outil va chercher pour vous si elle a déjà été publiée sur Internet. Ici, vous trouvez que la photo de la femme karatéka est en fait associée à un film iranien datant de 2012, The Golden Colors. On retrouve bien notre photo prise effectivement lors du tournage du film. Mais avant tout, votre meilleur allié est le bon sens. Toujours pendant la contestation en Iran, cette vidéo est présentée comme une marche pour la démocratie et a été retweetée plus de 18 000 fois. Pourquoi pas? Mais allons dans le détail. D'abord les drapeaux. Ils sont rouges et blancs. Or, le drapeau iranien ressemble davantage à ça. C'est en fait le drapeau d'un autre pays, le Bahreïn, qui est brandi sur ces images. Maintenant, il y a aussi un indice sonore. Le slogan scandé par les manifestants n'est pas en persan,
mais en arabe. Verdict, la vidéo n'a pas été filmée en Iran, mais bien au Bahreïn, et elle date de 2011. Cette vidéo a été publiée par des internautes mexicains alors que de graves émeutes ont éclaté dans plusieurs villes du pays contre la hausse du prix de l'essence. Elle prouverait que l'armée mexicaine reprend le contrôle de la rue. Dans la vidéo, pas d'indice sonore, seule indication les chars. Un regard expert vous dira qu'il s'agit d'un char type Léopard dont l'armée mexicaine n'est pas équipée. Mais si vous n'y connaissez rien en char, un outil peut vous aider à vérifier cette vidéo. Invid. La vérification se fait en 3 étapes. Première étape, vous copiez l'adresse du tweet intégrant la vidéo originale. Deuxième étape, collez-la dans l'onglet Keyframe. L'outil va générer différentes captures d'écran de la vidéo. Et voici ces mêmes images dans un article du site Libération. Ces tanks sont turcs. Ils circulent à Ankara, capitale de la Turquie, en juillet 2016, lors de la tentative de coup d'État. En termes d'intox, plus ce que vous voyez est sensationnel, plus vous devez vous mettre en alerte. Gardez en tête que des clics génèrent bien souvent de l'argent. Une vidéo comme celle-ci, par exemple, a fait croire à certains internautes à la découverte d'un loup-garou. La rumeur a particulièrement bien marché en Asie du Sud-Est. Sauf qu'une petite recherche vous permettra de trouver qu'il s'agit en fait de figurines en silicone fabriquées par une artiste en Italie. On reste en Europe, mais on fait un détour par la Suède. What? Hey, sorry, man. Alors, trop beau pour être vrai? Eh bien oui, derrière cette vidéo partagée des centaines de milliers de fois, on trouve une agence digitale qui maîtrise parfaitement les codes du buzz. Åh, så jävla bra! What the f? What? Hey. Sorry, man. Elle s'est faite au passage une bonne pub grâce au clic des internautes. What the f? Dans la quête d'informations fiables, la recherche de la source est primordiale. Et vous allez voir que pour savoir où vous êtes sur Internet, tous les détails comptent. On est ici sur une page du premier site d'information belge francophone, Le Soir. Quelques mois avant la présidentielle française de 2017, cet article affirme que le Royaume d'Arabie Saoudite finance 30% de la campagne du candidat Macron. Pourtant, vous êtes en plein intox. Et pour s'en rendre compte, il fallait avoir l'œil. Regardez bien. Voici l'URL du site sur lequel vous êtes. Maintenant, comparez avec la vraie adresse du site belge Le Soir. Vous voyez la différence? La fausse URL indique lesoir.info, alors que le vrai site belge se trouve à l'adresse lesoir.be comme Belgique. Et regardez, le faux article renvoyait même sur le vrai site. De quoi ajouter à la confusion. Et cette manipulation subtile a même berné plusieurs personnalités politiques. One thing this shows is how far over they go here. Look how far this is. This goes all the way down here, all the way down. Nobody sees that. You don't see that in the pictures. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special. Ce reportage est siglé ABC News, une grande chaîne américaine. Donald Trump commente avec enthousiasme une photo du pèlerinage à la Mecque devant les journalistes. Surprenant quand on connaît les positions du président américain. Alors allons à la source, sur le site du média américain, pour retrouver ce moment exact. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. It's really something special. Et on découvre que dans la version originale, le président américain ne parlait pas de la Mecque, mais du rassemblement lors de son investiture à la Maison-Blanche. L'image qu'il commente a simplement été retouchée par des youtubeurs, et le résultat est assez bluffant. You don't see that in the pictures. But when you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. Mais l'intox qui relevait de la moquerie est allé plus loin. La vidéo avec la photo de la Mecque a par la suite été reprise par un imam malien. Ici, il la commente en langue bambara. Écoutez.
na bina tradi bamanankan ka kuma yɛrɛ kisɛ da itere parce que a bɛ ka kuma dɔ de fɔ kuma ninnu ka girin tajma ul muslimina fi hadha al makan ako aflɛ silamɛw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in de la alkaaba kɔrɔ silamɛw ka nin jama fara ɲɔgɔn kan ka motiver ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan nin kɛcogo la ko nin man ɲi an ma f'an k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na kuma kɔrɔ de y'o ye. Cette version du reportage est cette fois-ci doublement manipulée et prête au président américain des propos graves, mais qu'il n'a jamais tenus. Info Intox est terminé, à vous maintenant d'ouvrir l'œil. Et pour découvrir d'autres décryptages, rendez-vous sur le site des observateurs de France 24. Voilà, et je salue au passage Ségolène Malter et Wassim Nas, qu'on vient de voir dans cette courte vidéo Info Intox. Guillaume Brossard, pendant la diffusion de cette vidéo, il y a eu des sourires complices, des regards entendus pour des professionnels comme vous, des fausses informations, ça ne fait pas doute, vous les connaissez. D'ailleurs, vous connaissez aussi bien ces vidéos que ces outils, ces images truquées que ces outils eux-mêmes. Ça paraît simple. Comment expliquez-vous pourtant que l'info bidonnée devienne aussi virale, qu'elle se diffuse aussi largement finalement au sein du public ? C'est assez simple en fait. L'info bidonnée fonctionne sur un ressort essentiel qui est l'émotion. Dès lors que quelque chose est susceptible de générer une émotion, les internautes vont avoir envie de la partager. Alors l'émotion, ça peut être de la colère, de l'empathie, de la joie, etc. Souvent les fake news ça joue plutôt sur les émotions, on va dire négatives, propres à faire réagir les gens. Et donc elles vont être de toute façon beaucoup plus diffusées qu'une info rationnelle pour laquelle il faut prendre du temps avant de l'analyser et de la comprendre. Mais le fait justement d'avoir autant d'yeux braqués sur de mêmes images, et ce que viennent de nous dire finalement Ségolène Malter et Wassim Nas, c'est-à-dire que finalement il y a des éléments assez évidents parfois qui sautent aux yeux, Grégory Lemarchand, malgré cela, ça ne suffit pas ? On laisse passer des choses qui semblent parfois totalement invraisemblables. Mais j'ajoute à ce que disait Guillaume, qu'il y a un autre sort qui joue aussi, c'est la défiance par rapport aux médias reconnus et établis. Et donc on a tendance à croire tout ce qui ne vient pas de médias établis. Et ensuite les ressorts des réseaux sociaux, c'est aussi de croire ce qui est partagé par mon cousin, par mon voisin de palier, par mon meilleur ami. Donc si lui a partagé, je ne me pose pas vraiment de questions. Et c'est vrai, parfois, et c'est ce qui était dit très justement dans le sujet, plus c'est gros, plus ça passe souvent. Et donc vous, c'est la raison pour laquelle vous êtes impliqué sur cette question-là, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le rôle à l'origine immédiate de quelqu'un qui travaille à l'AFP de se pencher sur la diffusion des fausses informations. Qu'est-ce qui vous a poussé et surtout quelle part active vous prenez-vous aujourd'hui dans la lutte contre ces fake news ? C'est vrai qu'à l'origine, l'AFP, par essence même, on ne parlait que de choses vraies. Donc on ne parlait pas de rumeurs. Oui, on préfère ignorer la rumeur et la taire. Effectivement. Et aujourd'hui, on ne pas lui donner de résonance. Absolument. Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas ignorer ça, de dire finalement, on ne va pas s'intéresser à des choses effectivement qui sont fausses, mais qui sont partagées par des milliers et des milliers de personnes. Donc ça change effectivement un petit peu notre façon de travailler. Ça vous a vraiment bousculé dans vos habitudes ? Vous le dateriez de quand, cette émergence des fake news ? Est-ce que ça a transformé votre métier à vous aussi ? Mais pour nous, il y a eu un tournant. C'est, pour revenir à une actualité assez dramatique, c'est le soir du 13 novembre. Et le soir du 13 novembre, il s'est passé beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais on a eu vraiment l'impression, et ensuite qui a été confirmé par des études qu'on a fait a posteriori, c'est que la majorité des infos, en tout cas beaucoup d'infos qui étaient partagées ce soir-là, étaient fausses. Et donc là, on est quand même sur une actualité très grave. On n'est pas dans le hoax un peu rigolo, comme on a pu voir également dans le sujet avant. Donc vraiment, ça fait prendre conscience que là, il faut vraiment agir. Thomas Gassiliou, ça vous concerne vous directement en tant que législateur, mais plus généralement, j'allais dire en tant que politique, parce que vers vous converge aussi un certain nombre d'angoisses des personnes que vous représentez. En tant que député, vous êtes certes élu de la nation, mais vous avez une circonscription, des gens qui viennent vous voir avec des questions. Vous voyez, vous aussi, des préoccupations de plus en plus fortes grandir, basées sur de fausses informations ? Bien sûr. Lundi soir, pour tout vous dire, on avait un débat public organisé dans la circonscription à Charbonnières-les-Bains. On avait plus de 200 personnes. Et j'ai été étonné de la prise en compte désormais forte des citoyens des nouveaux enjeux du numérique, qui s'inquiètent réellement sur la diffusion des informations, sur comment on va pouvoir s'ingérer dans leur vie. Et moi, sur le reportage que vous avez diffusé, j'ai envie de dire la chose suivante. On voyait à un moment donné un char au Mexique qui n'était pas un char mexicain mais un char turc. Mais qui sait que le char léopard, c'est celui de l'armée turque ? Ça nous demande déjà, vous dites, certains éléments de connaissance. On voyait des tout petits drapeaux, il faut zoomer dessus. Donc il n'est pas simple de faire la différence. Et je pense qu'un des points majeurs qui change par rapport à précédemment, c'est que
Avant, des gens qui racontaient des bêtises, il y en avait de partout. Vous rentrez dans un bar, vous discutez 10 minutes avec quelqu'un, vous entendez derrière vous des fois des bêtises qui sont racontées. Aujourd'hui, vous avez une caisse de résonance avec Internet qui fait que celui qui raconte une bêtise, l'information devient très vite, rapidement diffusée. On pointe souvent le rôle des GAFA dans la diffusion des fausses informations. On parlera plus tard de ce que compte faire le gouvernement et votre majorité en la matière. Mais pour vous, ils ont une responsabilité ou ils sont simplement un tuyau et ils ne maîtrisent pas tout? Les GAFA, aujourd'hui, ce sont des plateformes de services. Donc ils apportent. Donc les réseaux sociaux, non, enfin, en l'occurrence on pense réseaux sociaux parce que c'est vrai que GAFA, il y a Google, il y a le moteur de recherche, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'on accuse beaucoup les réseaux sociaux, donc en l'occurrence Facebook, Twitter, de laisser diffuser des fausses informations. Ce sont des nouveaux moyens. Alors est-ce que ce sont juste des hébergeurs de contenu ou est-ce que petit à petit ils deviennent des éditeurs? On voit que la limite est un peu floue puisque de plus en plus certains services se mettent à prioriser l'information qu'ils délivrent. Si je prends l'exemple de Twitter, aujourd'hui c'est pas uniquement un service sur lequel vous pouvez envoyer des tweets et ils sont diffusés dans l'ordre où ils arrivent. C'est également un service qui va tâcher d'agréger certaines informations et de les mettre en avant. Donc il y a une hiérarchisation dans la présentation qui peut induire en erreur. Voilà, et donc petit à petit ils deviennent éditeurs d'informations parfois. Alexandre Capron, vous-même, vous analysez des contenus que Facebook vous soumet pour en confirmer ou non la véracité. Oui, tout à fait. C'est inexact de dire que Facebook ne fait rien, même s'ils sont confrontés à ce problème-là, comme nous tous. Nous, aux observateurs de France 24, on a décidé d'être partenaire avec Facebook, qui nous fait remonter auprès de nos journalistes spécialistes de la vérification des contenus qui sont partiellement douteux. Et nous, ensuite, à la rédaction des observateurs de France 24, on va regarder ces contenus. Lorsque c'est justifié éditorialement, on va décider de rédiger un article qui explique pourquoi une photo, pourquoi une vidéo a été manipulée. Et ensuite, on va diffuser cet article. Facebook, de son côté, s'est engagé à faire remonter ces articles explicatifs qu'on peut faire sur ces photos ou sur ces vidéos qui sont les principales choses que nous faisons sur les observateurs. Et en fait, nous avons décidé de participer à ce dispositif parce qu'on a une expérience de 10 ans en la matière sur la vérification des images. Donc, est-ce que votre travail, oui, aux observateurs. C'est une part, c'est pas évidemment la seule. C'est une part du travail, seul aspect, mais c'est une part importante parce que vous ne pouvez pas diffuser n'importe quoi ne connaissant pas forcément l'origine de ces images. Exactement. Lorsqu'on travaille sur les images amateurs, lorsque des personnes nous envoient des images, la première chose à faire, c'est toujours de vérifier techniquement et ensuite de mener un travail d'enquête qu'on peut faire avec notre réseau d'observateurs dans le monde entier. Facebook fait cela. C'est un premier pas. Est-ce que c'est suffisant? Certainement non. Il y a d'autres GAFA. Je pense par exemple à YouTube qui a décidé d'insérer des liens Wikipédia dans ses pages lorsque notamment il y a des vidéos conspirationnistes. Ils veulent insérer des liens vers Wikipédia sur ces grandes théories conspirationnistes, par exemple sur le fait que la Terre est plate. Oui. Mettre un lien vers Wikipédia sur la page Wikipédia qui va expliquer que, bien sûr, non, la Terre n'est pas plate et tous les arguments scientifiques qui expliquent là. Ça suppose que l'internaute qui voit cette vidéo pense à cliquer ensuite sur le lien. Exactement. Donc ça, c'est une autre mesure. Est-ce que c'est suffisant? Là encore, on peut en douter. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites. Est-ce que c'est suffisant? Ça, je laisse la parole. Vous êtes membre, aux observateurs de l'International Fact-Checking Network. Ça consiste en quoi? L'International Fact-Checking Network, c'est un réseau de vérification international, une association de journalistes qui ont décidé de suivre des principes de déontologie. C'est un peu donc les journalistes spécialistes du fact-checking, pour les observateurs sur les images évidemment, qui ont décidé de s'associer pour partager à la fois leurs connaissances, les contextes dans lesquels ils travaillent et aussi pour échanger sur les outils, les nouvelles pratiques. Et ça montre, ce qui est intéressant, c'est que ça montre que vraiment il y a des journalistes qui commencent à s'associer pour travailler ensemble et lutter de façon plus efficace contre les intox qui circulent sur Internet. Bon, et on va en reparler dans un instant, c'est la fin de la première partie du débat, mais on se retrouve tout de suite pour évoquer à nouveau ces fameuses fake news, comment elles changent le monde dans lequel on est, notre façon aussi à nous, journalistes, d'exercer notre métier. C'est tout de suite, restez avec nous sur France 24. Deuxième partie du débat de France 24, info, intox, comment démêler le vrai du faux? C'est parfois difficile, notamment lorsque l'on surfe sur Internet. Quelle est l'information véridique? Qu'est-ce qui est de l'ordre du mensonge? On en parle avec mes invités. Grégoire Lemarchand, vous êtes journaliste, rédacteur en chef adjoint et responsable de la cellule réseaux sociaux à l'AFP. Merci à nouveau d'être avec nous. Merci également à Guillaume Brossard, fondateur du site hoaxbuster.com. Thomas Gassiliou, vous êtes député du Rhône, membre de la commission de la défense et vous siégez dans les rangs de la République en marche. Enfin, Alexandre Capron, journaliste ici même à France 24, vous animez l'émission Les Observateurs qui permet à des
particuliers, des non-journalistes à travers le monde de vous envoyer leurs images que vous diffusez après vérification, évidemment, lorsqu'elles témoignent d'événements importants et que nous souhaitons donc porter à la connaissance du public. Merci à vous quatre d'avoir accepté cette invitation. On va peut-être revenir sur ce mot de fake news, la popularisation de ce mot. Alors ça existe effectivement dans le langage commun, on va dire, depuis un moment, parmi les spécialistes aussi, mais sans doute celui qui a donné une résonance particulière à ce terme, était-il d'ailleurs le mieux placé pour le faire, c'est Donald Trump. 9 jours avant son entrée en fonction à la Maison-Blanche, il donnait sa première conférence de presse de président élu et répondant à une question de CNN, écoutez sa réponse. Je pense que c'est une honte que cette information a été diffusée. J'ai vu cette information après la réunion et ce sont des fausses nouvelles. C'est bidon. Ça n'est jamais arrivé et ça a été fait par nos opposants, comme vous le savez parce que vous l'avez signalé. C'était un groupe d'opposants qui s'est rassemblé, des gens malades, et ils ont créé ça ensemble. Oui, alors là, il parlait de cette affaire de collusion supposée avec la Russie qui, depuis d'ailleurs, a donné lieu à une enquête fédérale. Mais il a surtout accusé, c'était ces mots ce jour-là, CNN, your fake news, vous êtes, vous, des fausses nouvelles. Guillaume Brossard, voir le terme repris par ceux-là même qu'on accuse justement de tordre les faits, est-ce qu'on n'est pas là, finalement, dans un combat perdu d'avance ? C'est l'exemple même de ce que les chercheurs appellent la post-vérité. C'est-à-dire que maintenant, les faits n'ont plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est d'annoncer sa vérité à soi. Donc Trump, il a décidé que les médias, c'était eux les fake news. Et il a fini par il l'a tellement répété que le mot est devenu un hit mondial depuis 2016. Et qu'en France, nous, on l'utilise à n'en plus finir, y compris dans certains projets de loi. On a tort de le faire ? Alors, pour moi, le terme fake news ne veut rien dire. Ça veut tout et rien dire. Et il s'agit de définir avant de... Kellyanne Conway, sa chargée de communication, elle parlait de vérité alternative. Les faits alternatifs. Ouais. Mais bon, toute la politique de Trump est basée la communication de Trump est basée là-dessus, sur la post-vérité, c'est-à-dire que peu importe les faits, on l'a très bien vu au moment justement de son investiture, où on voit bien que la foule, elle est un peu clairsemée, et lui il dit que ils n'ont jamais vu autant de personnes réunies. Voilà, il parle même de mer d'amour, le Sea of Love, comme il le dit d'ailleurs. Il le disait très bien tout à l'heure. Et il va le dire jusqu'à ce que ça devienne finalement la vérité. Les faits n'ont plus aucune importance et on est là-dedans. Et alors nous, en France, on l'utilise un peu différemment, même si certains ont tendance à penser que les fake news, c'est aussi les médias. Et y compris dans la classe politique d'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques de personnages politiques ont tendance à l'employer pour dénigrer les médias, et je pense que ça va ne faire que s'amplifier dans les mois et années à venir. Grégoire Lemarchand, il y a une confusion générale autour de ce terme, c'est-à-dire qu'il y a le mensonge en tant que tel. On a accusé beaucoup les hommes politiques, notamment, de mentir pendant longtemps, à la fois sur les résultats de leur politique, sur leurs propres engagements, parfois sur leur probité. Ça a été le cas de Jérôme Cahuzac, pour le citer parmi d'autres. Et puis, il y a aussi ces puissances occultes qui diffusent massivement et des informations qui n'en sont pas d'ailleurs. Est-ce qu'on confond pas les deux finalement ? Lorsque l'émetteur est identifié et que finalement tout le monde l'accepte sans vraiment faire ce travail d'esprit critique, c'est le cas avec Donald Trump, ou lorsqu'on est vraiment abusé contre son gré d'une certaine manière ? Pour rejoindre un petit peu ce que disait Guillaume, il faut arrêter de parler de fake news et parler de ce que c'est-à-dire de la désinformation ou de la pollution de l'information, si on le souhaite. Et aujourd'hui, c'est très important. Il y faisait allusion au fait que dès lors que, par exemple, un média fait un travail qui est mis en cause par une partie, telle qu'elle soit, un parti politique, c'est immédiatement l'accusation de fake news. Aujourd'hui, effectivement, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Donc, parlons simplement. Il s'agit de la désinformation. Et ça, il faut que l'émetteur soit occulte aussi, c'est-à-dire que lui-même se travestisse d'une certaine manière. Lorsque c'est Donald Trump qui dit une contre-vérité à l'antenne, pour vous, c'est pas du fake news, c'est autre chose. Pour moi, c'est autre chose. C'est un politique qui raconte ce qu'il veut, finalement. Mais pour moi, la différence... Et c'est donc moins dangereux ?
c'est pas moins dangereux, c'est aux journalistes de faire leur travail après et de dire c'est vrai ou c'est faux. Mais quand vous parlez de choses occultes, aujourd'hui, si effectivement un média commet une erreur, on va parler de fake news. Les médias font des erreurs. Oui. Sauf que lorsqu'un média commet une erreur, en général, il se corrige et surtout, à l'origine, il n'avait aucune intention de nuire. C'est-à-dire que, appelons ça, si vous voulez, de la malinformation, il n'a pas bien fait son travail, il n'a pas vérifié ses sources, il s'est trompé. En revanche, quelqu'un qui va justement faire de la désinformation, c'est quelqu'un, effectivement, souvent non identifié et qui, de façon volontaire, va chercher à tromper, à nuire pour aller dans le sens de ses intérêts. Thomas Gassiliou, votre mouvement, La République En Marche, s'est beaucoup illustré sur l'idée de rupture avec ce que vous appelez le monde d'avant, avec les pratiques d'avant, avec peut-être aussi un discours politique qui était en décalage avec les faits. Il y a la volonté de parler vrai, il y a la volonté aussi, et ça c'est assez nouveau de la part du chef de l'État en tout cas, de prendre à bras-le-corps cette question des fake news. Il veut encadrer la diffusion d'informations pendant les périodes électorales. Alors on va peut-être le voir illustré pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Il s'agirait notamment d'obliger les diffuseurs à révéler quels contenus sont sponsorisés, de permettre aussi aux juges sous 48 heures de bloquer toute fausse information partagée massivement et distribuée artificiellement, de pouvoir aussi sanctionner les médias étrangers diffusant des contenus faux en français. Pour vous, il est urgent aujourd'hui d'encadrer la diffusion d'informations pendant les périodes électorales ? Il y a effectivement non seulement les pratiques politiques que l'on veut renouveler, mais il y a également un contexte où on l'a vu pendant le Brexit, pendant l'élection de Donald Trump, pendant l'élection d'Emmanuel Macron. Vous avez peur qu'on cherche à manipuler les élections ici en France ? Oui. Vous en avez la preuve, il y a déjà eu des tentatives. On a vu effectivement, ne serait-ce que pendant l'élection présidentielle, qu'il y a plusieurs fausses informations effectivement qui ont été diffusées. On a peur également d'une ingérence. Le soir même du débat présidentiel, on s'en souvient. Et d'ailleurs, la candidate du Front National en avait fait mention pendant le débat. Des menaces qui peuvent venir aussi de l'intérieur. Et donc, il faut qu'on s'en préoccupe, puisque ce qui est absolument crucial dans une démocratie, c'est que le scrutin soit véridique, ne soit pas altéré. Oui. Et donc, ça peut nuire à la sincérité du scrutin. Ça peut nuire à la sincérité du scrutin. Bien sûr, si vous diffusez une fausse information la veille d'un scrutin, on sait très bien que le scrutin, sa sincérité peut en être... C'est une menace d'État. Emmanuel Macron s'en était pris devant le président Poutine, qu'il accueillait, c'était l'année dernière à Versailles, à des médias russes. D'ailleurs, on imagine qu'ils sont peut-être ciblés dans ce qui n'est pas encore d'ailleurs un projet de loi à l'heure où nous parlons, mais lorsqu'il s'agit d'interdire des médias émettant en français de fausses informations auprès du public français. Donc, on pense bien sûr à Russia Today et Sputnik. Alors là, je vous parle en tant que membre de la Commission Défense. Aujourd'hui, la frontière entre États, organisations, individus est de plus en plus faible. Et donc, on sait qu'effectivement, des États interviennent dans des processus démocratiques sans se qualifier eux-mêmes d'États au travers d'organisations, comme ils le font d'ailleurs sur le champ de bataille. On l'a vu en Ukraine, on sait très bien qui était derrière, ça s'est fait de manière détournée. Donc les frontières d'hier sont un peu abolies. C'est aujourd'hui même une question stratégique militaire, puisque vous siégez la Commission de la Défense ? Bien sûr, c'est une question stratégique de souveraineté nationale, que de bonnes informations soient disponibles. On a d'ailleurs cette semaine le vote de la loi de programmation militaire, où on a un article 19 qui prévoit la manière dont les opérateurs peuvent agir quand des virus sont propagés. On peut soit manipuler, on peut interagir quand on est une puissance étrangère sur un pays, soit en manipulant les contenus, soit en agissant également pour manipuler les machines. C'est pour ça qu'on veut protéger les opérateurs d'importance vitaux. Alexandre Capron, c'est important qu'il y ait une loi aujourd'hui pour encadrer, ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il faut se méfier de possibles atteintes au pluralisme ? Ce qui est intéressant dans cette loi, en tout cas ce qu'on en sait pour l'instant, c'est principalement le fait que les contenus sponsorisés vont être révélés, seraient révélés en tout cas. On saurait qui sponsorise et de combien. C'est un intérêt journalistique, clairement, parce que nous, ça nous permettrait de savoir qui peut essayer d'influencer en diffusant quel type d'informations. Ensuite, c'est vrai qu'on a un regard un petit peu plus international sur la question aux observateurs de France 24. On voit bien qu'il y a des tentatives de réfléchir sur la question, notamment au Sénégal, où il y a un gros problème aussi avec la diffusion de fausses informations de façon récurrente. Il y a des médias qui commencent à s'organiser à ce niveau-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a en France particulièrement, il y a une nécessité d'intervenir. Il y a un risque pour la liberté d'expression qui est clair. Et nous, aux observateurs de France 24, avec cette vision internationale qu'on a, effectivement, on pense qu'il est temps d'agir. Il est temps d'agir. Guillaume Brossard, Alexandre Capron vient de nous dire, révéler des liens sponsorisés, c'est nécessaire, c'est bien. Une info manifestement fausse
Qui en juge pour permettre justement de prendre une décision rapide, partager massivement quel est le critère et distribuer artificiellement, ça veut dire quoi? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser les questions, mais non, mais vous connaissez. C'est pas moi qui vais aller mettre le taquet entre ce qu'est une information manifestement fausse. Oui. Là, c'est un juge qui doit en décider, si j'ai bien tout compris, et ça me pose un problème en termes de la circulation de l'info et de l'éditorialisation de toutes les informations. Il y a toujours une couleur qui est donnée. Après, voilà, il va falloir trouver les taquets et je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Grégoire Lemarchand, d'après vous, est-ce qu'il y a un risque de voir l'information contrôlée en France? Est-ce que sous couvert de lutter contre les fake news, il y a peut-être la volonté de mettre sous tutelle les organes de presse? Non, je crois pas. En revanche, moi, je vois éventuellement un risque, c'est que si des contenus, des posts, de blogueurs sont retirés pour propagation de fausses informations, il y a le risque peut-être de créer, j'allais dire, une martyrologie, des gens qui vont dire, regardez, j'ai été censuré suite à une action du gouvernement, la liberté d'expression est en danger. Donc il y a vraiment ce risque-là. Donc vous êtes pour le name and shame d'une certaine manière, pointer du doigt et dire où sont les abus plutôt que de les sanctionner pénalement par la loi? Moi, je suis plutôt pour le fait que non pas de supprimer des contenus, mais de faire en sorte qu'ils soient beaucoup moins visibles, d'une part, et qu'ils soient détectés plus tôt par les observateurs, par exemple nous à l'AFP, qui faisons de la démystification, de la vérification, pour démontrer le plus rapidement possible pourquoi ce contenu est manifestement faux, plutôt que de le demander au juge. Thomas Gassiliou, vous voulez répondre en un mot? La question de la liberté d'expression, on l'avait déjà évoquée lors du cyber-djihadisme. Dans quelle mesure on peut publier les informations qu'on souhaite sur Internet? Ce sujet a été réglé en bonne partie. Les plateformes ont fait beaucoup d'efforts là-dessus. Aujourd'hui, pour les questions de campagne électorale, ce n'est pas clairement défini, justement, qu'est-ce qui est une information manifestement fausse ou pas. Et donc, les grands principes de la loi, c'est justement de définir quand une information est manifestement fausse et le processus pour la retirer éventuellement des réseaux sociaux. Et notamment, on aurait la saisie d'un juge en référé qui aurait à se prononcer pour savoir si cette information doit être retirée ou pas. Donc, l'idée, c'est d'encadrer tout ça uniquement dans le cadre du processus électoral. Dernière affaire en date, j'en parlais dans le début de ce débat, Cambridge Analytica, on voyait Donald Trump il y a quelques instants, eh bien c'est cette entreprise, cette société britannique se serait servi des données personnelles de 50 millions d'utilisateurs du réseau social Facebook. L'objectif, c'est de permettre d'inonder en publicité et également en fake news ces mêmes utilisateurs. Objectif, peser sur la campagne présidentielle américaine et faire ainsi élire Donald Trump. Les explications en images de Zora Ben-Miloud. Le géant Facebook, de nouveau dans la tourmente après le scandale de Cambridge Analytica. Cette société britannique est accusée d'avoir récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs via une application de test psychologique. Objectif, élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs durant la présidentielle américaine. Plusieurs membres du Congrès américain réclament une audition de Mark Zuckerberg. Ces compagnies se développent à toute allure et bénéficient d'une telle bonne presse qu'elles finissent par avoir une haute estime d'elles-mêmes et finissent peut-être par se croire au-dessus des lois qui s'appliquent à tous. De son côté, Facebook enregistre une perte journalière de près de 37 millions de dollars. L'entreprise annonce la suspension de sa collaboration avec Cambridge Analytica et promet la destruction de l'ensemble des données collectées illégalement. Ce n'est clairement pas une violation de données. Ces personnes ont choisi de partager leurs données avec une application tierce et si cette dernière n'a pas respecté la politique de protection des données des utilisateurs, c'est une violation. Aucun système n'a été infiltré, aucun mot de passe et aucune information n'a été volée ou piratée. En interne, conséquence directe du scandale, Alex Stamos, responsable de la sécurité des systèmes d'information de Facebook, se retrouve poussé vers la sortie. Il devrait quitter son poste au mois d'août prochain. Alors Grégoire Lemarchand, il y a deux aspects dans cette affaire. Il y a le fait d'avoir pillé des données personnelles des utilisateurs, mais ce dont nous parlons là, c'est ce qu'on en a fait ensuite, c'est-à-dire utiliser ensuite des fausses informations et adresser de manière très ciblée. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec des puissances occultes, on ne sait pas très bien qui d'ailleurs, mais qui ont, en plus de pouvoir diffuser des fausses informations, ils savent très bien à qui les envoyer. C'est ça réellement le problème ?
En tout cas, ça remet dans cette affaire-là le modèle économique, une partie du modèle économique de Facebook en cause, c'est-à-dire que Facebook vend des données et en récolte des millions, voire des milliards. Il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Donc à partir du moment où Facebook n'est pas trop regardant sur ce qui est fait ensuite de ces données, qui sont effectivement extrêmement précieuses quand on veut cibler très précisément des gens sur leurs habitudes presque quotidiennes, psychologiques, etc., on a des conséquences aujourd'hui assez graves. Donc pour le coup, c'est vraiment à Facebook d'être beaucoup plus vigilant là-dessus. Et je crois aussi surtout qu'il faut que pour les utilisateurs, vous et moi, les utilisateurs lambda, c'est une prise de conscience. C'est-à-dire qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Finalement, on aime bien les réseaux sociaux, on aime bien Facebook, on y est depuis 5, 8, 10 ans, voire plus pour certains, mais on confie toute notre vie, enfin, pas tout, mais on confie une bonne part de notre vie. Donc il y a peut-être une prise de conscience à avoir des utilisateurs de dire qu'est-ce que je donne à Facebook. Voilà, il y a ce qu'on appelle des paramètres de confidentialité. En général, c'est assez ouvert. Est-ce qu'il ne faut pas regarder là-dessus, on parlait d'éducation aux médias. On en parle beaucoup dans la lutte contre la désinformation, mais il faut aussi avoir une éducation à l'usage des réseaux sociaux et se dire qu'on peut peut-être pas tout donner à Facebook. Thomas Brossard, cette affaire, elle révèle le fait qu'il y a... Vous êtes surpris à chaque fois que je vous pose une question, mais vous connaissez bien ce domaine-là. Oui. Cette affaire, elle révèle qu'il y a un certain type d'électeurs qui sont plus vulnérables aux fausses nouvelles. Alors oui, ça très certainement, mais encore une fois... vous adressez... On les a ciblés précisément à partir des données dans le cadre du scandale Cambridge Analytica, c'est pas un vol de données. Facebook était bien d'accord pour que Cambridge Analytica en fait aille se servir de leur outil de ciblage publicitaire et donc envoyer des publicités très ciblées aux utilisateurs du réseau Facebook qui auparavant avaient donné leurs données à Cambridge Analytica. Donc tout ça c'est fait de manière très très légale. Voilà. Ça pose de vrais problèmes. D'une part parce que effectivement on a tendance à tout dire de nous à Facebook, qui connaît énormément de choses. Il y a des études qui ont été faites là-dessus et qui sont maintenant très documentées depuis les années 2010. Et Facebook, en fait, peut influencer n'importe qui. Il ne s'agit pas de dire c'est des gens qui sont plus influençables. Et donc ces données communiquées à un acteur mal intentionné, ça peut décupler la manipulation ou les effets de la manipulation. C'est pas une société de hackers. Oui. C'est une société qui a pignon sur rue. Dans laquelle Robert Mercer, qui est lui aussi impliqué dans la campagne de et dans laquelle siégeait Steve Bannon. Voilà, où on retrouve toujours les mêmes derrière. Robert Mercer était l'un des grands financiers de la campagne. On n'est pas sur du hacking dans des caves. On est vraiment sur du très haut niveau et de l'utilisation de données à des fins d'influence psychologique. C'est une guerre psychologique finalement sur des électeurs. Et dans ce cadre-là, ils ont ciblé leur campagne de telle manière à ce que les 3 États qui étaient susceptibles de faire gagner Trump basculent en faveur de Trump. Thomas Gassiliou, ça veut dire aujourd'hui qu'on peut faire élire, ce que je vais dire c'est presque un secret de polichinelle, on le dit sous cap depuis des mois maintenant, mais ça veut dire qu'on peut faire basculer un pays dans le Brexit, ça veut dire qu'on peut faire élire le mauvais président à la tête des États-Unis pour peu qu'on s'en donne les moyens avec des données ciblées et des fausses nouvelles. On peut effectivement altérer la sincérité d'un scrutin. On voit bien sur ce cas-là qu'on est sur quelque chose de massif, 50 millions de personnes. On est sur quelque chose de détourné. On parlait d'un test psychologique. Finalement, les données ont été utilisées pour autre chose. Donc oui, il faut qu'on soit très, très vigilant là-dessus. La solution, elle repose sans doute par... C'est ça la guerre moderne ? Ça fait partie des nouvelles sources de conflictualité de l'Internet. Tout espace où on est libre, dans un premier temps, finisse par être une source de conflictualité. On parle de l'Internet, on peut parler également de l'espace, qui va être une source de conflictualité. Vous croyez que la Russie est derrière ? Je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer. Par contre, je sais que la loi peut être une solution, peut être une réponse, mais la vraie réponse, c'est quand même la sensibilisation de chacun, la vigilance de chacun, pour savoir exactement quelles sont les conséquences de nos actes sur Internet. Alexandre Capron, on vient de le voir, ces fausses nouvelles, elles ont à la fois beaucoup de visages et aussi beaucoup d'usages. On a les moyens, nous, en tant que journalistes, d'arriver à faire face à cet ennemi invisible, finalement, qui prend toutes les formes et qui, surtout, a l'avantage de la modernité. Ils ont un coup d'avance sur nous ou pas ?
En fait, je voudrais peut-être terminer par un chiffre qui est assez symptomatique de la situation. Les fausses informations sont 70% plus susceptibles d'être partagées sur Twitter que les vraies. Là, c'est une étude qui concerne Twitter, qui a été publiée dans Science, c'est une revue scientifique généraliste américaine. Ça, c'est un gros problème, parce que si en plus on va cibler les personnes qui sont susceptibles de croire à ce genre d'informations, c'est vraiment un gros problème. Nous, sur les observateurs, on est persuadés que c'est par la pédagogie. On a parlé de tous les volets pour sanctionner. Nous, on pense que c'est la pédagogie au quotidien, à travers nos articles, à travers nos explications, à travers nos rencontres avec des lycéens, qu'on va pouvoir transmettre les bons réflexes. Et surtout, le mot d'ordre, c'est vérifier avant de partager. C'est toujours ce qu'on dit à tout le monde. Et c'est en ce sens-là qu'on pourra avancer et travailler pour lutter contre les intox. Voilà, donc ne cliquez pas retweet trop facilement, hein, vérifiez toujours ce que vous avez, parce que sinon vous êtes responsable aussi de la diffusion d'une fausse information.